Avant que Seyssel existe, il y avait un port romain qui était un peu à l'aval, au niveau de la confluence avec le Fier, qui s'appelait Condat. Depuis l'époque romaine, la batellerie existe sur le Rhône, et en particulier sur le Haut-Rhône. Les bateaux de marchandises qui venaient du sud de la France, ils remontaient jusqu'à Seyssel, un petit peu plus haut, mais après ils pouvaient pas remonter jusqu'au lac Léman. En fait, le Rhône, c'était au-dessus, c'était un torrent avec, ils se perdaient dans des lapias, dans des roches et tout. Donc les bateaux, ils ont jamais pu remonter plus haut. Seyssel, on dit que c'est le dernier port navigable du Rhône. Parce que les marchandises arrivaient ici, ensuite elles étaient transvasées sur des charrettes, et ensuite elles partaient en charrette jusqu'à Genève, jusqu'à Annecy. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, bienvenue dans ce 69e épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, sous un magnifique ciel bleu et au bord du Rhône, je débarque à Seyssel. Je suis déjà agréablement surpris par ses ruelles sympathiques et son pont qui sépare les deux Seyssel. On reviendra dessus plus tard dans l'épisode. Nous sommes un samedi matin de juin et comme d'accoutumé, la parole est aux inconnus du quotidien. Place aux fragments d'essence. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Je m'appelle Damien. Damien, enchanté. Moi c'est Florian. Enchanté. Vous êtes de Seyssel? Oui, je suis d'origine d'ici, je suis habité ici. Super. Alors comment vous présenteriez la ville à quelqu'un comme moi qui la connaît pas? C'est une petite commune assez agréable à vivre, qui est sympathique, qui est vivante aussi, qui a pas mal de choses qui se passent l'été. Donc voilà, pour résumer. Super cadre. Oui, voilà, super cadre, voilà. Une jolie vue, il y a pas mal d'animations, des choses à faire aussi, même au niveau sport, faire pas mal de choses, donc voilà. J'ai cru comprendre que la ville était séparée en deux. Oui, c'est ça, c'est deux communes différentes parce que là on est du côté Haute-Savoie ici, Ouais. et le Rhône en fait partage la ville et l'autre côté c'est celle côté 1, département de là en fait. Donc c'est deux communes différentes. Sinon, ça fait son charme en fait, finalement. Donc voilà. Alors récemment j'étais à Oyonnax Oui. et j'ai rencontré Karine qui a une question pour vous. Qu'est-ce que c'est votre définition du courage? Du courage, affronter les problèmes quand ils sont là et de faire face à ça et puis justement de pas les éviter et puis pour avancer dans la vie, je pense, c'est un peu ça le courage. Faire face. Voilà, faire face quelque part. Vous avez parlé de sport, vous êtes sportif personnellement? Oui, alors pendant 20 ans j'ai fait du foot. Puis maintenant je fais plus de la rando, du VTT, voilà, pas mal de choses comme ça, un peu de ski l'hiver. Dans une région, il y a pas mal de choses à faire dans ce sport-là. 20 ouais. ans de foot. Vous le faisiez à niveau professionnel? Non, du foot amateur, voilà, vraiment entre amis, c'est plus ça à ce niveau-là, dans cette région. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris alors? La cohésion avec les gens, de se faire des amis et puis de s'ouvrir aux gens en fait finalement. Donc ouais, c'était sympa. Se faire plein d'amis sur tout ça en fait. Aujourd'hui, c'est une citation de Friedrich Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Je dirais celui qui a des valeurs, peut-être qui a des choses à apporter, peut rentrer n'importe qui, puis partager avec ses gens et puis échanger, puis
puis évoluer en même temps, je pense, dans ce style-là, je dirais. C'est quoi votre pourquoi à vous alors? Pourquoi Pourquoi pas je dirais. Finalement, c'est bête à répondre, mais justement, après, pour évoluer, même personnellement, et puis évoluer, rencontrer les gens, et puis tout simplement. Si vous en aviez les moyens, quel projet vous aimeriez porter pour la communauté? Et c'est d'améliorer le quotidien des gens pour de simples trucs, ou les gens qui ont des problèmes, qui sont démunis, enfin, voilà, apporter, ou un logement, ou tout simplement, enfin, voilà, des trucs de ce genre-là, enfin. Ça vous touche particulièrement? Si c'est proche, oui. Après, en général, on est une région où je suis pas trop touché par ça, je vois pas trop la misère, en fait. Donc on n'est pas trop impacté par ce problème-là, en fait. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Les gens, rencontrer les gens, j'aime bien. Comme moi alors. Ouais, non, c'est bien. Après, oui, je trouve qu'après même à un certain âge, plus on rencontre de gens, plus on s'enrichit, j'ai l'impression, c'est ça, en fait. De connaître de nouvelles personnes, et puis c'est toujours enrichissant. C'est quelque chose que vous auriez aimé apprendre à l'école? Oui, puis c'est quelque chose, j'aurais bien aimé aussi plus voyager. Puis parler plus anglais, parce que je parle pas une langue, donc ça permet d'avoir un truc en plus pour voyager. Je trouve que le voyage, même de voyager dans le monde, ça apprend beaucoup de choses. Donc, ouais, apprendre ça à l'école, ouais. Mais justement, en apprenant les langues, je pense qu'aussi ça permet d'avoir une ouverture pour voyager. Damien, sur quoi vous avez changé d'avis récemment? Parce que j'ai pas d'enfant, machin, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais là où j'ai rencontré quelqu'un récemment, comme quoi il n'y a pas d'âge en fait pour rencontrer quelqu'un. Il y a toujours espoir de rencontrer quelqu'un, de faire des rencontres finalement. Et voilà, il y a toujours un espoir en fait de faire des rencontres. Eh bien, pour terminer, quelle question vous aimeriez que je pose à la personne suivante? Quelle question Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vie? Qui vous apporterait plus de bonheur? Et vous-même, qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Je dirais rencontrer quelqu'un et partager les choses à deux. Et voilà, vivre vraiment avec quelqu'un à deux, puis ce que je suis en train de vivre en ce moment, donc voilà, c'est ça, tout simplement en fait. Puis voilà, visiter plein de choses, faire plein de choses à deux, et profiter de la vie. En fait. Quelque chose à deux. Voilà, c'est ça. Super. Et profiter de la vie à deux, en fait, tout simplement. Super. Eh ben, merci Damien pour ce rien. partage. Bonne journée Damien. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Et comme j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur la ville, je tente ma chance à l'office de tourisme. Là-bas, on me redirige vers le directeur. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Jacques. Jacques, moi c'est Florian, enchanté. Enchanté. Merci de répondre à ces quelques questions sur Seyssel. Alors déjà, comment on vous appelle les habitants de Seyssel? Les habitants de Seyssel s'appellent des Cesselans. Les Cesselans? Oui. D'accord. J'ai cru comprendre que la commune était divisée en deux, ou plutôt que c'était deux communes différentes, Seyssel 1 et Seyssel Haute-Savoie. Haute-Savoie. Ouais, tout à fait. C'est deux communes différentes, donc Seyssel 1, Seyssel Haute-Savoie, avec deux mairies, deux écoles, deux églises, voilà, tout en double, mais et donc deux départements différents, l'Ain et la Haute-Savoie, mais qui travaillent ensemble en fait. Les Cesselans, c'est les mêmes habitants, hein, que ce soit rive droite, donc côté 1, ou rive gauche, côté Haute-Savoie, c'est les mêmes habitants. D'accord. Voilà, après se titiller un peu entre habitants de l'Ain et de la Haute-Savoie, mais sinon ils s'aiment beaucoup. D'accord. Voilà, on n'a qu'une salle des fêtes par exemple, et puis et autre particularité, donc en termes de l'intercommunalité, on a 26 communes, 23 en Haute-Savoie et 3 dans l'Ain, dont Seyssel 1 et Seyssel Haute-Savoie. Donc en termes intercommunal, on travaille forcément ensemble. D'accord. Et au niveau de l'office de tourisme aussi. Comment ça se fait historiquement? Historiquement, en fait, Seyssel a été très peu séparé au cours du temps. Et, en général, c'était, on est quand même sur une zone frontière ici. Hein. Le Rhône, c'est un peu une zone frontière. On a le côté Haute-Savoie, c'est plutôt historiquement, c'est plutôt territoire de Savoie, Piémont-Sardaigne, etc. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt le Royaume de France. Pendant des années, en fait, Seyssel, c'était une étroiture du fleuve où c'était facile de traverser et de faire des ponts ou de faire des bacs. Pendant plusieurs années, soit Seyssel était côté France, soit Seyssel était côté Haute-Savoie.
enfin, côté Savoie, parce que la Haute-Savoie n'existait pas. Et puis la première séparation vraiment réelle des deux Seyssel, c'est Napoléon. À un moment donné, après la Révolution, il a envahi les territoires de Savoie et de Genève, et il a créé le département du Léman. Et à ce moment-là, il a pris le Rhône comme frontière. J'imagine que le Rhône a joué un rôle particulier dans le développement des deux villes. Alors oui, et ça depuis l'époque romaine en fait. Avant que Seyssel existe, il y avait un port romain qui était un peu à l'aval au niveau de la confluence avec le Fier, qui s'appelait Condat. Alors comme beaucoup de cités romaines, hein, Condat, il y en a partout. Et donc il y a déjà une cité romaine, et parce que en fait le Rhône c'est une voie de navigation et d'échange de marchandises. Donc, depuis l'époque romaine, la batellerie existe sur le Rhône, et en particulier sur le Haut-Rhône. Les bateaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bateaux de marchandises qui venaient du sud de la France, ils remontaient jusqu'à Seyssel, un petit peu plus haut, mais après, ils pouvaient pas remonter jusqu'au lac Léman parce qu'il y avait si vous connaissez les pertes de la Valserine, ça vous dit rien. En fait, le Rhône, au-dessus, c'était un torrent avec, il se perdait dans des lapias, dans des roches et tout. Donc, les bateaux, ils ont jamais pu remonter plus haut. Ce qui fait que Seyssel, on dit que c'est le dernier port navigable du Rhône. Donc c'est pour ça que il y a eu un développement depuis l'Antiquité de ce site, parce que les marchandises arrivaient ici, ensuite elles étaient transvasées sur des charrettes, et ensuite elles partaient en charrette jusqu'à Genève, jusqu'à Annecy. Et ça, donc effectivement depuis l'époque romaine, il y a une voie romaine qui existe encore dans les gorges du Fier. Il y a encore des traces, on peut pas la visiter, mais effectivement les charrettes partaient par ici, pour emmener les marchandises. D'accord. Ce qui fait qu'il y avait jusqu'au 18e, enfin jusqu'au 19e, il y a une très très forte activité batelière ici. Il y avait 4 chantiers de construction de bateaux. Alors sur le podcast ça se verra pas, mais on a des maquettes qui sont là. C'est ce que je voyais en Il y passant. a des maquettes, donc il y avait 4 chantiers de construction de bateaux. C'était des sortes de grandes barges, ce qu'on appelle des sapines en fait, et qui avaient un nom particulier qui s'appelait des Seysslandes. Et on a trouvé des bateaux fabriqués à Seyssel jusqu'à Arles. En fait, on a trouvé un bateau qui a coulé à Arles dans la vase, ils l'ont ressorti depuis Arles. En général, les bateaux, ils partaient de Seyssel, ils allaient jusqu'à Lyon plutôt, parce qu'ils allaient rarement jusqu'à la Méditerranée. Ils mettaient 18 heures pour descendre. Et on dit que pour remonter, donc la descente, ça s'appelle la décide. Et pour remonter de Lyon jusqu'à Seyssel, ils mettaient 18 jours. Parce qu'il n'y avait pas de moteur, donc ils étaient tirés le long des chemins de halage. On a un beau qui reste ici, justement. Et ils étaient remontés. Alors ça mettait beaucoup de temps parce que le Rhône n'était pas comme il est actuellement. C'était tumultueux. Et des fois, ils tiraient rive droite, et puis des fois, ils tiraient rive gauche. Il fallait qu'ils passent quand ils tiraient. C'était des convois en fait, des grands convois de bateaux accrochés les uns aux autres. Et à certains moments, le chemin de halage s'arrêtait, donc là, il fallait prendre les animaux, les bœufs en fait, ou les chevaux, les repasser de l'autre côté et repartir. Voilà, ce qui fait que les bateaux, en fait, il y en a beaucoup plus qui descendaient jusqu'à Lyon qui remontaient. Souvent, les bateaux, ils étaient construits ici, ils allaient à Lyon, et puis il y en a pas mal qui étaient détruits en fait pour du bois de chauffage. Pour la petite histoire, les marchandises qui descendaient, alors le vin. Parce que le vin, depuis l'époque gallo-romaine, il existe à Seyssel. Il y avait aussi tout ce qui était le gruyère suisse, par exemple, qui arrivait en charrette à Seyssel, et puis après partait à Lyon dans les restaurants. Voilà. La marchandise la plus connue, c'est la pierre blanche de Seyssel. Il y a des carrières à 15 km au-dessus qui ont été exploitées depuis l'époque romaine. Là, on est sur une pierre calcaire, très tendre, qui sert plutôt à faire les encadrures de portes. Et donc, on retrouve cette pierre blanche, ça a servi à construire Lugdunum à Lyon, dans toute la partie gallo-romaine de Lyon. Les pierres, elles venaient en partie de Seyssel. Et puis, plus récemment, après, elles ont arrêté d'être exploitées, puis ça a recommencé 17-18e, Moyen-Âge, en fait. Et par exemple, l'hôtel de ville de Lyon, il est construit en pierre blanche de Seyssel, l'abbaye de Haute-Combe sur le lac du Bourget. Enfin, il y a pas mal de monuments lyonnais qui sont faits avec des pierres blanches de Seyssel. Ça, c'est une marchandise, ça naviguait par le fleuve. Et puis, autre marchandise importante, c'est le schiste bitumineux. Ça, c'est plus 18e, 19e, le schiste. Avant qu'on ait le pétrole et qu'on fasse du bitume pour les routes, c'était extrait des carrières. Alors, justement, à 15 km, là, il y a un site qui est assez exceptionnel, c'est Pierrimont. On voit plus rien, c'est tout ouvert maintenant, mais avant, il y avait des usines, il y avait des carrières. Ils chauffaient cette matière. Ils en faisaient des sortes de pavés un peu, et ensuite, ces pavés, ils partaient. Le schiste bitumineux de Seyssel, il a servi pour les pavés de Paris, par exemple, ou de Lyon. En fait, pour faire les jointures, pour faire les terrasses, l'étanchéité des terrasses. C'était une matière importante. Et puis après, le train est arrivé.
À partir de là, on a arrêté de transporter les marchandises par le fleuve, on les a transportées par le train. Faut savoir que 18 jours pour remonter, maintenant par le train, on met quoi? Lyon, c'est à 1h30, quoi. 1h10, donc c'est quand même plus rapide, quoi. Voilà, c'est ça. Ça change tout. Donc on est sur une ville relativement touristique, j'ai l'impression. Alors, on est sur un tourisme plutôt doux. On est dans une zone un peu... Le Rhône, cette vallée du Rhône, c'est une vallée un peu verte et protégée, enfin préservée, mais à proximité de grandes agglomérations, parce qu'effectivement, on a Genève, on a Annecy, on a Lyon qui est pas loin. C'est un peu une tranchée verte, en fait. On a de plus en plus de monde parce qu'on a la Via Rona qui descend. Donc, Via Rona, l'itinéraire cyclable qui fait Léman Méditerranée, enfin, qui part de Saint-Gingolph jusqu'à la Méditerranée. Et là, effectivement, ça se développe beaucoup, on a de plus en plus de passages. Mais on reste sur un tourisme doux et on veut le conserver, en fait. Voilà. Je crois que vous vouliez parler un petit peu du vin. Pareil, le vin, quand les Romains sont arrivés, comme partout, ils ont défriché, ils ont fait du vin. Donc le vin, il existe depuis l'époque romaine à Seyssel. Et déjà, ils circulaient sur le Rhône en bateau pour aller au sud, côté de Lyon ou autre, toute la France. D'ailleurs, on a une carte qui date de l'époque romaine où Seyssel est identifié comme un bourg romain très important, au même titre que Genève ou Annecy. Sauf que Genève et Annecy, maintenant, sont devenus très gros et nous tout petits. Le vin est exploité depuis l'époque gallo-romaine. Après, il s'est développé beaucoup. Alors là, toujours pareil, c'est partout en France, c'est à peu près la même chose. Il y avait une abbaye de Chartreuse qui est de l'autre côté de la montagne, c'est l'abbaye de Harvières. Donc c'est des moines qui ont défriché la montagne et qui ont aussi planté le vin à Seyssel. Ils l'ont planté, on arrivait à, je sais plus combien d'hectares, mais je crois que, beaucoup d'hectares sur tous les versants, sur Seyssel 1, Seyssel Haute-Savoie, et puis une autre petite commune qui s'appelle Corbeau-Nou. Donc on avait énormément de vin qui était produit ici, et puis après ça s'est réduit. Donc maintenant on a une centaine d'hectares d'appellation sur les 3 communes. Et la petite particularité de Seyssel, c'est que c'est une AOC spécifique. C'est une des plus petites et plus anciennes AOC de France, qui est rattachée au vin de Savoie, mais qui est indépendante en fait. Et sur 3 types de vins, l'Altesse, qui est en fait le cépage classique de la Haute-Savoie, c'est la roussette. La Molette, qu'on trouve qu'à Seyssel, c'est un vin blanc un peu plus sec, et puis une méthode traditionnelle, c'est méthode champenoise, c'est un pétillant, type crément, mais qui a son AOC spécifique à Seyssel. Voilà. Et après, ils produisent aussi tout ce qui est vin AOC Savoie, que ce soit dans l'Ain ou en Savoie. Donc les rouges Gamay, Pinot, etc., Mondeuse. Voilà, donc le vin, oui, c'est assez important, même si c'est une petite appellation, c'est une appellation qui est autonome en fait. D'accord, très bien. Voilà, notre identité, on l'a construit donc autour du Rhône, autour du vin, et puis après l'itinérance qui est très importante, Via Rona, Saint-Jacques-de-Compostelle, grande traversée du Jura. Les vallées ou les montagnes, c'est toujours des sites qui sont traversés. Donc ça, c'est ce qui marque un peu notre territoire, et au niveau touristique aussi, itinérance, vélo ou pédestre. Vous-même, vous avez grandi à Seyssel? Et bah non, moi je suis savoyard, je suis pas savoyard, je suis isérois. Isérois. Ouais, mais ça fait peut-être depuis 2000 que je suis à Seyssel sur différentes missions. Au début, c'était une mission plus large de développement local et qui n'était pas que sur Seyssel, qui était même à l'échelle de cette bande verte qui est entre Annecy et Genève, là, qui va jusqu'à Torrenglières. Petit à petit, je me suis recentré sur Seyssel, d'abord sur l'économie, puis maintenant sur le tourisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers le développement local? Ouais, vers la promotion du territoire. Alors, voilà, ça c'est des évolutions professionnelles au début. Pour tout dire, au début j'ai fait des études agricoles. Je me suis dit, je vais aller travailler dans les pays en voie de développement pour faire du. Je me suis dit, j'ai 2 choix. Je dis, je fais soit je fais infirmier, soit je fais agricole, voilà, basique. Hop, puis je vais aller travailler là-bas. J'y suis jamais allé. J'ai travaillé un petit peu pendant mon service national. Et puis finalement, je suis parti sur le développement local en France et rural en particulier. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait. Donc voilà, ça c'est un peu ma porte d'entrée plutôt développement local. Et puis petit à petit, le développement local, c'est quoi? C'est surtout l'agriculture et le tourisme, hein, parce que les industries, elles sont plus là. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est de se dire comment on fait pour vivre, travailler, et puis se déplacer en fait sur nos territoires. Parce que à proximité de Genève, beaucoup de frontaliers, donc des gens qui travaillent là-bas, qui viennent dormir ici, puis qui vivent pas vraiment en fait. Donc le tourisme, c'est une des rares activités, comme l'agriculture, mais c'est une des rares activités où on peut créer des emplois endogènes, enfin faire vivre le territoire en fait. Voilà, essayer d'équilibrer un peu pour pas construire que des zones dortoirs.
C'est un peu l'enjeu de ce territoire, c'est d'essayer de pas devenir une zone dortoir et de garder une activité économique touristique, parce que le tourisme, c'est aussi faire marcher les commerces, les restaurants, les hébergements et tout ça, quoi. Et ça a une vocation, ça crée de la richesse, c'est sûr, mais ça crée du lien social, ça c'est hyper important. Ça crée de l'attractivité aussi pour le territoire, parce que quand on vient, franchement, quand on vient à Seyssel, on a tout. On a un petit domaine nordique l'hiver, on peut faire du canoë, on peut faire du bateau, on peut faire du vélo, on peut randonner, on est tranquille. C'est pas la foule, il y a pas trop de voitures. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée qui me pousse à travailler dans le tourisme et dans le développement local de manière générale. Comment on fait justement pour garder cette vie, cette participation des habitants et pas que d'ailleurs dans le quotidien du Je crois que alors après c'est des volontés politiques, hein. Moi, avant d'être dans le tourisme, j'étais dans le commerce et l'artisanat, toujours sur Seyssel, donc j'étais animateur commerce artisanat et les communes ont beaucoup acheté de cellules commerciales, on a monté des projets d'aide, de subventions pour maintenir les commerces. C'est dans la continuité, hein, c'est ça aussi. Après, Seyssel, elle a encore une chance pour l'instant, c'est que c'est un bassin d'emploi, un bassin de vie en fait assez autonome. On est quand même un peu loin d'Annecy, un peu loin de Genève. Donc les gens quand même, quand ils viennent faire leurs courses, ils viennent ici en fait, ils vivent ici, ils circulent. En plus c'est plutôt agréable, hein, le Rhône et tout ça, ça donne envie de vivre. Donc il y a quand même des marchés qui restent un peu vivants. Le fait qu'on soit encore assez loin de la frontière suisse, ça permet de créer quand même un lieu de vie qui reste assez fort et qui est l'attractivité de Seyssel. Ça va de l'Ain, la Haute-Savoie, mais il y a aussi toute la Chautagne, au début de la Chautagne. En fait, les gens, ils sont tournés par là. Le collège de Seyssel, il accueille des enfants de l'Ain, de la Haute-Savoie ou de la Savoie. Donc tout ça, ça fait que Seyssel, ça reste encore un point attractif, qu'on appelle une zone de chalandise ou vie, quoi. Ça peut changer, hein, parce que l'histoire de Seyssel, on a vu, là, ça a changé. Entre l'époque romaine, les grandes époques de la batellerie et tout, il y a un moment donné, on a construit une autoroute, l'autoroute Blanche, qui a court-circuité, qui permettait d'aller de Genève à Annecy très rapidement. Parce qu'avant, les camions, ils passaient ici. Hein. Avant, pour aller à Lyon, on passait à Seyssel, on passait sur le vieux pont ici, et puis ça bouchonnait avant que le nouveau soit construit. Il y avait plein d'industries. Il y avait des grosses usines, il y avait plein de choses. C'était une petite ville ouvrière. Et puis maintenant, enfin voilà, ça a changé. Maintenant, on mise un peu sur le tourisme. Après, il y a d'autres enjeux qui vont arriver. L'élément express, c'est le genre de RER genevois, en fait. Hein. Donc, le RER genevois, l'élément express, là, il va vers, il draine un peu partout, du côté de Thonon, du côté de la vallée d'Arve. Et là, pour l'instant, il s'arrête à Bellegarde. Le jour où il va aller jusqu'à Seyssel ou Culose, ça va augmenter le nombre de gens qui vont pouvoir travailler en Suisse en prenant le train. Parce que là, on est à 3/4 d'heure. Hein. On est à peu près 1h15 de Lyon et 3/4 d'heure de Genève, mais le moment où c'est un pendulaire, toutes les heures qui fonctionnent sans interruption, faut imaginer que on va avoir de plus en plus de gens qui vont venir habiter là et travailler en Suisse. Et ça deviendra de plus en plus une ville dortoir, donc ça peut encore changer la donne. L'enjeu, c'est justement de se préserver, enfin d'essayer d'anticiper ça et puis de maintenir une vie. Comment on trouve le bon équilibre justement pour qu'il y ait toujours cette possibilité d'avoir de l'emploi à proximité et en même temps que ça n'impacte pas les villes qui du coup se trouvent forcément davantage reliées aux métropoles, on va dire. Non, ça c'est compliqué. C'est comme le TGV qui relie Lyon et Paris par exemple, et puis au milieu c'est pas du vide, mais presque à certains moments. Ça c'est tout l'enjeu de l'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut relocaliser les emplois en zone rurale, parce que déjà c'est pas une solution en termes d'écologie. Quand il y a un moment donné, en termes de déplacement, habiter quelque part parce que c'est moins cher. Parce qu'en fait le problème il est là. Hein. C'est que le Genevois il est hyper cher avec les gens. Alors, ils cherchent un cadre de vie, mais ils cherchent aussi des loyers qui sont moins chers. Et on le voit bien, hein. On traverse le Rhône, Seyssel, Haute-Savoie est beaucoup plus cher que Seyssel. Et si on veut chercher des loyers, on va encore un peu plus loin du côté de Culose ou du Val-Romay. Voilà, donc il y a cette logique d'aménagement du territoire. Je pense qu'il faut relocaliser les emplois en zone rurale. Limiter les déplacements, c'est un problème écologique tout simplement. Très bien. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Dernière chose peut-être, est-ce que vous auriez un message à partager? Venez nous voir à Seyssel, vous y trouverez à Seyssel, et puis nous c'est Rhône Tourisme, cette belle vallée du Rhône, parce que le Rhône en fait c'est entre Lyon et Genève. Nous on s'est approprié le nom sur cette petite zone à cheval entre l'Ain et la Haute-Savoie, mais d'une manière générale, cette vallée du Haut-Rhône, c'est vraiment c'est merveilleux quoi, c'est un des paysages merveilleux, on est paisible, c'est un tourisme doux, on peut y vivre aussi plus calmement que de l'autre côté. C'est étonnant, hein, on a une montagne qui nous barre nous sépare de l'arc alpin.
Et vous passez cette montagne, hein, vous passez le Val de Fière, et là vous tombez dans la cohue, enfin dans le monde, dans tout cet axe entre Genève, Annecy et Aix-les-Bains. Et ici, quand je viens ici, moi je traverse. Moi, je suis un peu en vacances tout le temps. C'est un petit havre de paix. Ouais, on sent bien la différence. Hein. On arrive dans un endroit complètement différent. En fait. Moi, j'ai la chance, j'habite dans un petit village hors de la montagne. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une autre façon de vivre, quoi. C'est une autre façon de vivre que de vivre à Annecy, à Genève, dans la vallée d'Arve, ou dans cet arc alpin entre Chambéry, Annecy, Grenoble, quoi. Voilà. Mais je confirme que ça te frappe en arrivant à Seyssel, en tout cas. C'est frappant, hein. On a l'impression, on se dit, tiens. Parfait. Voilà. Eh ben, merci Jacques pour le partage. Ben, de rien. Parfait. Bon, je merci beaucoup. Sinon, Merci Jacques, passez une belle journée. Et puis, merci, au revoir. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Bénédicte. Bénédicte, enchanté. Moi c'est Florian. Alors Bénédicte, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous ? Dure question. Sur le vif, là, comme ça. La vie, le regard des autres m'importe assez peu. Voilà. D'accord. Chaque semaine, on a une citation à analyser. Aujourd'hui, c'est une citation de Friedrich Nietzsche qui dit « Celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Une autre citation, peut-être, qui dit que une montagne, c'est des petites pierres qui sont assemblées les unes aux autres. Le pourquoi, le comment. Voilà, c'est la philosophie du samedi après-midi, mais compliqué. Peut-être pour vous, personnellement, c'est quoi votre pourquoi ? Pour prendre du plaisir. Voilà. Et faire plaisir aux autres. Et comment ? Comment ? On fait comme on peut. C'est ça, au quotidien, des petites actions qui font des grandes actions. Alors, qu'est-ce que vous faites, justement ? Moi, je suis peintre sur porcelaine. Peintre sur porcelaine. Ouais. Wow. J'achète des porcelaines et je peins dessus des phrases, des citations, des pensées, des motifs, des dessins des montagnes, la nature, tout ça. Et vous avez pas mis celle de Friedrich Nietzsche, la citation ? Non, mais j'en ai d'autres aussi qui valent le coup. Donc c'est bien. D'accord. Comment ça vous est venu, ça ? Oh, à la suite d'une expatriation en Chine. D'accord. Moi, je suis partie 3 ans et demi et en revenant avec plus d'enfants, compliqué de reprendre le boulot, donc je me suis lancée dans cette activité. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a appris, la Chine, alors ? L'humilité. L'humilité. Grandeur d'un pays où chacun est tout petit et fait des petites choses et bâtit des choses. La Chine, c'est pas le pays qu'on dit partout, qu'on maltraite, qu'on... Il n'y a pas que la copie et le... La Chine, c'est une culture profonde, c'est beaucoup de philosophie. Après, ce qui peut être politique peut être mis de côté aussi. Un peu plus tôt, j'ai croisé Damien. Et Damien, il a une question pour vous. Damien vous demande, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie ? Rien. Rien parce que s'il me manquait quelque chose, c'est que je ne serais pas satisfaite, pas complète, pas... Et moi, je suis plutôt survivre avec ce que j'ai plutôt que d'imaginer de vivre avec ce que je n'ai pas. Voilà. Ça a toujours été votre philosophie ou c'est quelque chose qui s'apprend ? Non, je crois que j'ai un côté très positif à la base, donc je vois plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, non, je prends tout avec beaucoup de philosophie et de positivité. Depuis toujours. Qui est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre vie ? Bon, ma mère, peut-être. Ce qu'elle vous a transmis ? Persévérance, résilience. Et puis de faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. Et pas d'écouter les autres. Donc ici, vous êtes dans une boutique de créateurs. C'est ça. Il n'y a pas que vos propres créations, si j'ai bien compris. Non.
On est dans une boutique où il y a une quinzaine de créateurs qui exposent et on se relaye à une dizaine de créateurs pour faire des permanences et permettre au public de découvrir nos créations. D'accord. Voilà. Donc, c'est quoi, chaque jour, c'est une personne différente qui tient le comptoir? Oui, c'est ça peut être deux personnes sur une même journée en fonction. Moi, j'habite un petit peu loin d'ici, donc je fais mes journées entières. D'accord. Autrement, il y en a qui ferment un le matin, l'autre l'après-midi. On est tous issus à 90% Savoie, Haute-Savoie et Ain. Donc vraiment très locaux. Et des univers très variés et qui se complètent bien. Voilà. Comment ça s'est créé, ça? Comment déjà on se réunit à une quinzaine de créateurs? On se dit, bah tiens, ensemble, on va louer un local, j'imagine, et Alors, exposer tout. Ouais, cette boutique, j'étais pas à sa création, donc là pour le coup, je vais pas pouvoir répondre sur ce côté-là. Après, pour que la boutique vive, il faut que chacun y mette du sien, que personne n'ait plus d'ego que l'autre, voilà, il faut que chacun trouve sa place et après ça tourne aussi un petit peu. Donc, je pense que quand on y trouve plus son compte, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Après, le fait de pouvoir partager des locaux, ça permet de nous faire mieux connaître parce que chacun vient avec son réseau et ça permet aussi de diminuer les frais inhérents à les frais d'exposition. C'est quoi vos petits bonheurs du jour? D'avoir mangé tout à l'heure ma petite tranche de melon et mon jambon cru. Oh, un bon melon, ça me fait envie aussi, pour le coup. Non, Cette chaleur. pas de... Ouais, voilà, c'est ça. J'étais tranquille et discuter un peu avec les gens qui passent et voilà. Juste prendre du bon temps. Et ben c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des références, ça peut être livres, musique, film, qui comptent beaucoup pour vous et que vous avez envie de partager? Dans les films, un film pas très récent, plutôt ancien. 4 mariages et un enterrement m'a beaucoup marqué. 4 mariages et un enterrement. Ouais. Ça me dit quelque chose. C'est film des années 80, je pense, fin des années 90, ou au milieu des années 90, j'en sais rien. Il se passe en Angleterre et c'est un monsieur, Hugh Grant, qui a beaucoup de mal à se caser et qui est témoin à un paquet de mariages. Et voilà, donc c'est assez comique. D'accord. Pour revenir peut-être sur la peinture sur porcelaine, ou peut-être sur autre chose, est-ce qu'il y a une chose que vous pourriez m'apprendre sur la technique? Ça peut être sur ce que vous faites au quotidien. Sur la création de la porcelaine. Voilà. C'est la formule pour créer la porcelaine n'est pas française, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et elle est chinoise. Et c'est un prêtre français qui est parti au XVIIIe siècle en Chine et qui a volé la recette de la porcelaine et l'a ramenée, notamment dans la région de Limoges, où il y avait d'énormes sources de kaolin et d'où la porcelaine française est née par ce biais. D'accord. Alors, vous parliez de formule de la porcelaine. Ouais. Comment on fait de la porcelaine? Alors, moi, je ne la fais pas. La porcelaine, ça se fait avec une pâte qui s'appelle le kaolin. Et après, c'est kaolin, de l'eau, de la cuisson, du malaxage et voilà. Super. Et peut-être pour terminer, quelle question vous aimeriez que je pose aux personnes suivantes? Quelle est la meilleure façon que vous avez pour terminer votre journée? Oh, c'est original. Wow. J'aime beaucoup. Eh Bénédicte, je vous remercie beaucoup pour votre partage. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir ce genre d'atelier. Ouais. Artisanal. Chacun y met beaucoup de cœur. Donc, Ouais. Et ça se voit. Merci beaucoup. Beau week-end. Merci à vous aussi. Passez une belle après-midi. Et puis, merci. Au revoir. Au revoir.
C'est sur cette boutique participative de Bénédicte que se termine donc cet épisode à Seyssel. Comme d'habitude, je tiens à remercier les participants, Damien et Bénédicte dans les rues de Seyssel Haute-Savoie et Seyssel 1, et surtout Jacques pour sa présentation historique passionnante des deux villes. Je crois que ça se sent dans l'épisode, j'ai beaucoup apprécié mon passage, c'est une ville qui respire un petit peu les vacances et la joie de vivre, et comme Jacques, je recommande d'y faire un tour, loin de la cohue, dans le calme des montagnes. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur la citation du jour de Friedrich Nietzsche, dans sa version complète. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. M'étant assez tôt intéressé aux questions de sens, c'est une citation que j'affectionne particulièrement, puisqu'elle remet finalement les pendules à l'heure. Entre les lignes, occupez-vous d'abord de savoir ce que vous voulez faire et pourquoi, avant de vous questionner, voire de vous freiner, sur les moyens pour y parvenir. On l'a déjà mentionné dans de précédents épisodes, mais c'est aussi un puissant outil de régulation des désirs. Pourquoi ai-je besoin de cet objet, de ce voyage, de ce titre ? Qu'est-ce que je recherche à travers lui, et n'y a-t-il pas un moyen plus sain d'y parvenir ? Le pourquoi, c'est la source de motivation intrinsèque. Et selon Nietzsche, cette motivation est suffisante pour trouver le comment, dépasser les obstacles et continuer à suivre la direction que l'on s'est donnée. Je m'étais intéressé il y a quelques années aux travaux du psychiatre Viktor Frankl, qui prolonge quelque part cette réflexion de Nietzsche en considérant que la question du sens est prédominante. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager un passage. Chacun a pour mission de mener à bien une tâche concrète unique, et de ce fait, il ne peut être remplacé, de même que sa vie ne peut être renouvelée. La vocation de chacun est donc unique, tout comme sa façon de la réaliser. Comme chaque situation représente un défi pour chaque personne, la question du sens de la vie peut en fait être posée à l'envers. En fin de compte, la personne ne devrait pas demander quelle est sa raison de vivre, mais bien reconnaître que c'est à elle que la question est posée. En un mot, chaque personne fait face à une question que lui pose l'existence, et elle ne peut y répondre qu'en prenant sa propre vie en main. À ceux qui affirment que la vie est dénuée de sens en raison de son caractère transitoire, Frankl répond que seule la non-réalisation d'un potentiel est dépourvue de sens, pas la vie en elle-même. Selon Frankl, nous devrions nous considérer finalement comme des interlocuteurs de la vie, interrogés constamment sur ce qu'elle attend de nous, à tout instant. Il prétend que l'accomplissement de ce potentiel, chez chacun, aussi modeste soit le résultat, laisse une empreinte durable dans l'histoire. Et il en appelle à la responsabilité de chaque individu concernant la décision de le réaliser ou non. J'espère que ces quelques mots t'auront inspiré. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode avec Alex, le 70e, prends bien soin de toi et des gens qui t'entourent et passe une excellente journée ou fin de journée. C'était Florian pour Fragment d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.